Bello Bouba, c'est un prince. Ce que n'est pas Chiroma. Ce ne serait pas très facile, parce qu'il faut que les gens le sachent, qu'il accepte, au regard de la cosmogonie dont à laquelle il appartient, de se mettre derrière Issa Chiroma. Pour nous, le peuple du Sud, pour nous qui sommes du Grand Sud, ça ne signifie pas grand-chose d'être prince et tout ça, ça ne signifie pas grand-chose. Il faut connaître son pays. Moi, j'applaudirais de deux mains si Bello soutenait Chiroma. J'applaudirais de deux mains si Chiroma soutenait Bello. Il ne faut pas se tromper également. Quand on connaît le landerneau politique camerounais, c'est qu'il y a eu beaucoup de désaccords entre les deux. C'est pourquoi le professeur appelle les uns les autres au dépassement de soi, à la prise en compte de l'intérêt général, c'est-à-dire que pour pouvoir sauver le peuple camerounais. Tel est le point aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai également eu de l'intérêt pour ce qu'a dit Guibaï. Même comme certains ont tiré sur lui à boulet rouge. Il dit que donc, ça dit que si les deux ne se mettent pas ensemble, on ne soutiendra pas une personne. Je pense que l'élection peut être gagnée avec un des candidats du Grand Nord. En 2018, Paul Biya a eu 71%. Je crois que 48% venaient du 48% venaient du septentrion. Près de 48% venaient du septentrion. 43. Près de 43% venaient du, en tout cas, plus de 40% venaient du septentrion. Si aujourd'hui on en dit la fraude, parce qu'il faut dire qu'il y a eu beaucoup de fraude dans ces résultats-là. Si on en digue la fraude et que la fissure qui a été créée par les Bello et les Chiroma au sein de ce qu'on appelle la majorité présidentielle se poursuit, si il est fragilisé dans le Nord, et ici il y avait la popularité par exemple que certaines forces de l'opposition, je pense par exemple que la popularité du procès comme en 2025 n'est pas celle de 2018. Et n'oubliez pas qu'en 2018 il a battu dans le littoral, malgré la fraude, le RDPC il a eu 38%, le RDPC en a eu 35%. Donc tout ça, ce sont des données qui ont été prises en compte. Le président Paul Biya aujourd'hui est un homme qui est perclus par l'âge. Il est affaibli par l'âge. Il faut dire qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Depuis 2020, on n'a pas eu de conseil supérieur à la magistrature. Le président a délégué de manière permanente son pouvoir à quelqu'un qui n'a pas qualité, à son secrétaire. Alors que d'après la Constitution, ça devrait être le Premier ministre d'abord, avant toute autre personne. Et ça se voit que le président, on a vu le président quand il est allé chez Mo Ibrahim. Oui. Le président, on s'est rendu, ça dit que le président, il a peur de mémoire. On avait le sentiment même que c'était, comment on appelle, était quasiment sénile. Vous comprenez? C'est notre président de la République. Et quand on voit, on sent qu'aujourd'hui, si par extraordinaire il a été l'homme de la situation à un moment donné, il n'est plus l'homme de la situation. Et même au sein du RDP, cela se vit. Alors, donc quand le professeur Kamto appelle les candidats, mais bien qu'il y ait tous ces éléments que vous avez évoqués et qui peuvent être appréciés différemment par les uns et les autres, au RDPC quand même on a choisi que c'est le meilleur candidat et on lui a donné donc l'onction pour se représenter. Peut-être qu'il reviendra donc je vous en prie, aux 8 millions d'électeurs. Vous voulez seulement me retirer la parole, mais à partir du 12 octobre prochain, je voulais voir si effectivement cet âge-là peut être un obstacle. Je voulais appeler votre attention. De maturité et d'expérience politique. Mais je voulais vous relancer sur un autre aspect, Maître Moustapha Ngouana. Beaucoup font la fixation sur la coalition, sur cette éventuelle coalition Bello Bamaïdiari, Issa Tiroma Bakary. Beaucoup insistent sur le fait que les candidats doivent se mettre ensemble. Mais lorsque vous observez très bien, la question que moi je me pose, et que j'aurais également posé à ces candidats, c'est pourquoi est-ce qu'on fait une fixation seulement sur les sexagénaires qui doivent se mettre ensemble pour donner une chance au pays? Il y a, lorsque vous regardez les 11 candidats à l'élection présidentielle, il y a quand même au moins 4 ou 5 candidats qui ont moins de 50 ans. Alors pourquoi est-ce que cela aussi ne peut pas faire une coalition qui permette effectivement aux jeunes qui, n'est-ce pas, se retrouvent ou bien qui estiment qu'ils peuvent être le porte-étendard de se mettre ensemble? Je rappelle que Atiki Carton est né en 86, il a 39 ans. Je rappelle que Samuel Ira Mioudi est né en 1987, il a 38 ans. Je rappelle que Serge Espoir Matomba est né en 1979, il a 46 ans. Je rappelle que Cabral Libi est né en 1980, il a 45 ans. Je pourrais ajouter à la lisière de ce groupe-là, Bouga Akbe, qui est né en 1974 et qui a 51 ans.
Alors maintenant, si on met de côté cette catégorie, il y a en face ce qu'on peut appeler les vieux briscards de la politique. Je pense à Bello Maïgari, né en 47, 78 ans. Je pense à Issa Tiroua Bakari, né en 49, 76 ans. Je pense à Kéré Mouna, né en 1952, 73 ans. Je pense à Pierre Kouemouni, en 1956, 69 ans. À Joshua aussi, né en 68, 57 ans. Et peut-être on pourra ajouter Patricia Tomaino, né en 1969, 56 ans. Pourquoi est-ce que ces jeunes qui ont moins de 50 ans ne peuvent pas, puisqu'ils disent porter les aspirations des jeunes, se mettre ensemble aussi pour former une coalition et montrer l'exemple et répondre aux attentes des populations, notamment des jeunes. Pas politique. Oui. Je vous en prie, je comprends très bien votre question. Je vais vous le dire. Président de la République, c'est le parachèvement d'une vie. C'est l'aboutissement d'un combat. C'est un curriculum vitae qu'on peut revendiquer. Vous avez cité plusieurs de ces personnes-là. Je ne vais faire la fixation sur personne parmi ces jeunes-là. Le Cameroun est à un moment important de son histoire qui ne demande pas qu'on prenne, je ne vais pas utiliser le terme aventurier, mais les personnes inexpérimentées pour pouvoir prendre la suite de Paul Biya, qui nous a foutu, passez-moi l'expression, je n'ai pas envie de dire dans la merde, mais dans des difficultés inextricables. On a besoin des gens qui ont eu certaines connaissances du fonctionnement de l'appareil de l'État. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Il y a parmi les candidats que vous avez cités, certains qui n'ont jamais eu un véritable emploi. Certains qui n'ont pas d'expérience professionnelle, qu'ils peuvent revendiquer. Donc vraiment, je ne veux pas faire la fixation sur les gens. Non, c'est-à-dire que, et le jeunisme n'est pas un programme politique. Oui. Donc être jeune n'est pas un programme. Oui. Donald Trump doit avoir 78 ans. Être vieux, c'est mauvais. Je n'ai pas fini. On peut être... je ne pense... Être sénile, c'est mauvais. Être sénile, c'est mauvais. Ce n'est pas être âgé qui est le problème. Oui. Parce que ailleurs, Donald Trump a 78 ans. Donald Trump, le président des États-Unis, il a 78 ans. Et la plupart des chefs d'État dans le monde ne sont pas des gens qui courent encore, qui jettent encore leur gourme, parce que je vais utiliser un terme enrobé, qui jettent encore leur gourme. Vous comprenez? C'est des gens qui ont un certain vécu. Il ne faut pas se voiler la face. Diriger un pays, c'est une responsabilité importante. Et ce n'est pas parce qu'on s'est harangué les foules qu'on prétend qu'on va diriger un pays. J'ai dit on a besoin de tous ces leaders-là. Oui. L'idéal pour nous, ce serait qu'ils se mettent tous ensemble, qu'ils se mettent tous ensemble, mais seulement, ne nous trompons pas. Il y en a, en tout cas, je suis dans l'antenne politique depuis un moment, il y en a dont le rêve, c'est d'être ministre. J'ai dit il y en a dont le rêve, c'est d'être ministre. Il y en a dont le rêve, c'est de ne plus avoir faim. Oui. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en considération. Oui. Et je vais dire aussi une chose, c'est que comme c'est la sortie du procès Kamto qui nous intéressait, le procès Kamto, il ne faut pas oublier aussi aujourd'hui que même le pouvoir, par son attitude, nous parle. Le RDPC sait qu'il va vivre une élection comme il n'en a jamais vécu. On a vu les chefs traditionnels se réunir même à la présidence de la République, faire des séances qui se rapprochent des incantations. Pourquoi en 2025? Pourquoi pas par le passé? Il faut se poser la question. On dit que on a pris les chefs, les Bambombo, on a pris les chefs traditionnels de l'Ouest, on a pris les gens de partout, les Lamido, tout le monde peut venir faire, je ne sais pas si c'est des séances, je ne sais pas si c'est des libations, je ne sais pas trop quoi, à la présidence de la République. Ce sont des messages, c'est ce qu'on appelle le langage non verbal. Ce langage non verbal, et il faut que nous ayons la force de décrypter cela, pour savoir que le camp d'en face a perdu sa sérénité. Et nous, maintenant, qui sommes du camp du changement, nous devons donc en tenir compte. Et que les gens taisent leurs égos. Parmi les jeunes, comme vous avez cité, ils sont jeunes, donc ils ont la possibilité de pouvoir revenir, de revenir ultérieurement. Qu'ils aient l'humilité nécessaire pour se mettre derrière ceux qui, par la force de l'âge même, auraient beaucoup de difficultés à faire plus d'un mandat. Donc il faut que les gens soient réalistes. Et je demande donc à ces candidats-là d'être réalistes et de comprendre que tout le monde ne peut pas être président au même moment. Alors, si mon sert sort, le professeur Maurice Kamto dit exactement ceci. Si les 11 candidats de l'opposition en lice pour la présidentielle décidaient tous de se mettre derrière l'un d'entre eux parmi les plus expérimentés politiquement et dans la gestion de l'État,
face au candidat du RDPC, il pourrait s'enclencher une dynamique populaire irrésistible qui rendrait la victoire inéluctable. Moi, je m'en vais simplement vous dire que l'UPC rend la victoire inéluctable. Vous savez... Quel UPC? L'Union de la population du Cameroun ou bien l'Union pour le changement? Je ne vais pas traduire, il faut que les gens comprennent. Ceux qui ont fait l'effort de vouloir mettre les cadavres dans leur placard n'ont plus le sommeil depuis un certain temps quand vous dites UPC. Alors, moi, je ne veux pas, si j'entre dans une explication complexe des textes, vous allez comprendre que Maurice Kamto a choisi un candidat. Mais on est en stratégie et en tactique. Le camp d'en face pourrait déclencher une foudre pour que les élections ne se passent pas dans la paix comme nous l'avons organisé. Parce que quand nous allons gagner ces élections, puisque les résultats seront connus dans 48 heures, l'UPC, eh bien, c'est au peuple camerounais qu'il faut donner les clés pour comprendre le message de Maurice Kamto. Maurice Kamto est rentré dans une cartographie électorale parce qu'il a eu de l'expérience en 2018. Il a compris où se joue l'élection. La cartographie actuelle qui a exclu, à cause de UC, UNC, RDPC, le nord-ouest et le sud-ouest, dans la guerre depuis déjà presque 10 ans, fait qu'il reste 8 régions. Et dans les 8 régions, il y a une région qui pèse 75% dans l'élection. Et donc, pour Maurice Kamto, c'est de là que doit venir le candidat. Et il ne s'adresse pas au candidat, contrairement à ce... Parce qu'il faut comprendre ce que quelqu'un n'a pas dit. Mais moi, je m'adresse dans sa voix au peuple camerounais. C'est à vous, Camerounais, qu'on dit que pour que nous gagnions cette élection, parce que de ce côté, il y a déjà un maillage territorial qui permet, de superviser l'élection. Dans ce maillage-là, on sait, ils savent comment ça se fait. On vote dans les lamidas, on vote dans les écoles qui n'existent pas. Ils ont joué ce jeu. Et ils ont dit, et on le voit tout le temps, qu'ils vont le neutraliser cette fois-ci. J'ai vu l'un des directeurs de l'ECAM expliquer dans une chaîne, dans une alchimie complexe, qu'il le prenait lui-même dans ses filets, comment, même comme les résultats sont publics, on voudrait quand même attendre que ça arrive au département. Non, Abdul Karimou, le texte est clair. Le résultat est rendu public. Article 113. Public, ça veut dire que monsieur, notre congratulateur qui va travailler, va publier les résultats, bureau de vote par bureau de vote, on aura 31 000 bureaux de vote. Donc il y a déjà 75% garanti, c'est ça que Kamto dit, que le Nord nous a garanti. Et il dit que les 2 autres régions importantes, c'est-à-dire le Grand Littoral, et je peux vous donner les parties qu'il indexe là-dedans. Si vous regardez pour lui, le Grand Littoral, c'est le littoral, c'est une partie de l'Ouest. Et là-dedans, il y a le SDF et le MRC, l'UPC, qui gagnent souvent les élections. Même quand ils ne sont pas là. Certains candidats là, je vous assure, ne peuvent pas battre l'UPC, même sans candidat. On a vu ça au régional. Donc, monsieur... Quel UPC? Ils ne peuvent pas battre sans candidat? Ouais, je vous dis que si l'UPC dit que ne votez pas tel, ce candidat aura 0. On a vu ça au régional. On ne discute pas dans la cartographie. Et il va rester le sud et l'est, qui ne pèsent pas 10%, que les gens ne se trompent pas. Ça veut dire que quand vous avez gagné dans les 5 régions que j'ai citées là, avec 41%, vous avez gagné l'élection. Et comme tu dis donc aux gens, voilà, vous êtes là devant vos responsabilités. Et quand on fait donc cette cartographie, il reste 3 candidats à qui Kamto s'adresse. Parce que les autres, comme le disait Maître Ngwanang, la politique, ce n'est pas un jeu de ting-ting. Il y a des gens là qui, même ici à Douala premier, on ne les connaît même pas. Ils ne peuvent même pas gagner, même si vous mettez leur bulletin seul. Les gens vont entrer, vont ressortir. Donc il ne faut pas qu'ils viennent. On n'a pas du temps à perdre avec cela. Parce que nous sommes dans les configurations historiques. Vous savez qu'en 1957, l'axe qui a donné le pouvoir à Mbida était le nord et le sud. Et pour reprendre ce pouvoir, on a refait l'axe nord-sud. C'est clair, ce n'est pas du jeu. Vous savez qu'en 92, c'est parce qu'il y avait une grande mobilisation du grand littoral ouest que le SDF a battu le RDPC. Et ces gars en sont conscients. Et Kamto a donc été clair. Donc, logiquement, Kamto s'adresse à l'UNDP, au FNSC, à l'UDC, au SDF et bon an mal an PCRN, qui sait qu'il peut être neutralisé par l'UPC, au FNMNC, il sait qu'ils peuvent être neutralisés par l'UPC. Je dis même sans candidat. Donc, nous sommes dans une dynamique où ce sont les citoyens camerounais maintenant qui nous intéressent. Parce qu'il y a eu comme un léger découragement. Ouais. Nous disons au peuple camerounais, l'heure de la rupture systémique, ce n'est pas parce que les gens pensent que c'est une élection individuelle. Hein? Et mon ami Fauchivé, nous n'avons rien contre Paul Biya. Ce n'est pas lui qui nous intéresse. D'abord, apparemment, même c'est fini. Hein? Même comme il aurait dit dans un commentaire que même mort, vous souhaitez qu'il continue à gouverner. Bon.
nous nous adressons à un problème qui dépasse le Cameroun, qui dépasse l'Afrique. Regardez ce qui se passe actuellement dans le monde. On est en train de reconstituer l'impérialisme avec violence. Vous voyez des pays commettre des génocides, personne ne parle. Vous voyez des gens faire les guerres, on fait comme si on veut faire la paix. Mais en fait, ce qui est en jeu face à la montée de l'Asie, c'est l'Afrique. Comment on va recoloniser l'Afrique? Et si nous ne sortons pas de là, en changeant nos dirigeants qui ont été incapables de faire face à cette dynamique, nous allons souffrir. Donc pour nous, nous nous adressons au peuple camerounais, nous nous adressons aux gens qui sont en fonction depuis, en leur disant, ne vous inquiétez pas. Quand nous allons prendre le pouvoir à l'UPC, on ne va pas commencer à faire la chasse aux sorcières, aux fonctionnaires, c'est pas ça. Ils faisaient leur travail. Ils ne nous intéressent pas. Parce qu'on sait que dès que le système va changer, tout le monde va s'y plaire. Est-ce que vous êtes content de côtoyer les poubelles à Douala à chaque coup de roue? Non, personne. Donc on n'a pas affaire à vous. L'UPC a donc compris le message et Maurice Kamto a été clair. Mais comme on est en tactique, ce n'est pas aujourd'hui. Même si on dit aux Camerounais le 10 au soir que le candidat Sengwana, le candidat de l'UPC Sengwana, du Ghana va gagner. Donc nous ne sommes pas inquiets. Nous disons seulement à ceux qui voulaient se décourager, ne vous découragez pas, allez regarder les listes des électeurs, regardez votre nom. Si on ne trouve pas votre carte, ce n'est pas un problème. Vous pouvez voter dès que votre nom est là. Ayez votre carte d'identité. Et allez rester au dépouillement et filmez-nous le PV qui sera affiché. Parce que c'est lui le PV de l'ECAM. Parce que quand on dit au Camerounais le PV de l'ECAM, ils pensent que c'est le PV que l'ECAM porte sur lui. Non. Le PV que l'ECAM présente doit être identique à celui qu'il affiche à un bureau de vote. Parce que les résultats sont publics. Donc ne nous inquiétons pas. Mais si nous perdons, face à cela, avec une bonne transparence, nous allons rester fair play. Et le candidat du FSNC veut prendre une longueur d'avance dans sa rivalité souterraine avec le Bello Bouba Maïgari, mais s'expose. Cela peut justifier donc qu'on ait le sentiment que le FSNC est le parti politique le plus présent dans cette période de pré-campagne électorale. C'est le sentiment qu'on peut avoir, parce que ils ont deux manières de fonctionner. Ces deux anciens ministres qui étaient hier là en majorité présidentielle. L'un est introverti, l'autre est extraverti. Issa Chiroma est extraverti. Il est populiste, il est sur le terrain, il discute, il échange avec les journalistes, avec les leaders des autres formations politiques, y compris avec la société civile. En tout cas, il est ouvert. Il donne des interviews en interne et à l'international. On l'a écouté récemment à RFI. Bello Bouba, par contre, ne communique pas beaucoup. Même quand les journalistes l'approchent, il faut faire le pied de grue pour l'amener à parler. Parfois, il parle, mais il ne s'exprime pas facilement. Donc, il ne donne pas suffisamment d'indications de sa volonté à exprimer, à répondre aux attentes, des préoccupations des Camerounais qui l'interrogent. Parce que, voyez-vous, dans le message, on a commencé par l'appel du Maurice Kamto. Les électeurs qui demain vont aller voter sont en train de regarder, d'observer ces deux candidats du Grand Nord. Et si vous ne vous exprimez pas, si vous ne communiquez pas, c'est difficile pour un électeur de voter pour vous. S'il a le sentiment que vous ne communiquez pas, s'il a le sentiment que vous ne répondez pas à leurs attentes. Et c'est là où, par défaut, Chiroma pourrait avoir une longueur d'avance sur Bello Bouba. Alors, sur cette question, Simon-Serge Sor, lorsqu'on pense que Issa Chiroma Bakary préempte le front de l'opposition, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que dans cette période de pré-campagne électorale, c'est beaucoup plus Issa Chiroma Bakary, peut-être dans une certaine mesure Bello Bouba Maïgari à travers les meetings, qui sont les plus présents sur le terrain. Est-ce que cela indique que les autres candidats sont moins présents? Est-ce que vous êtes rassuré qu'on aura une campagne électorale dynamique? Parce que la pré-campagne, en principe, donne une idée de ce que sera la campagne électorale. Est-ce que vous êtes rassuré ou plutôt inquiet? Est-ce que vous sentez les candidats? Est-ce que vous sentez les programmes émis par ces candidats pour cette élection? Vous avez posé une question tout à l'heure à mon ami Fauchivé et il a commencé à débiner. Heureusement, il nous a fait deux révélations. La première, c'est que le RDPC aurait voulu qu'on ait choisi pour candidat Bello Bouba. Mais si on fait l'historique des candidatures, vous allez voir que le profil va encore se resserrer. Dans l'affaire des démissions, est-ce qu'on a lu la démission de Bello Bouba? Bello Bouba est candidat, mais on n'est pas sûr qu'il ait démissionné de la majorité présidentielle. Parce qu'on ne démissionne pas en individu. Quand on est leader, vous disiez maintenant que vous ne parlez pas. Il a dit qu'il remettrait ça à Paul Biya lui-même, qu'il ne voit pas. C'est ce qu'il a dit. Donc il n'a pas encore démissionné, mais il a cessé de travailler comme ministre. Faisons le distinguo, on s'adresse aux Camerounais.
Peut-être que lui-même a vu que ça ne marcherait pas, c'est pour ça qu'il reste dans cette position, pour qu'on choisisse quelqu'un d'autre. Je vous ai dit qu'en politique, il y a des stratégies, il y a des tactiques. Nous, on va les interpréter et on va comprendre. C'est quoi la différence? La différence, c'est que vous pouvez avoir votre programmation. La stratégie voudrait que vous mettiez les enfants d'abord et après les vieux, et puis maintenant les vigoureux derrière pour avoir affaibli l'adversaire. Mais dans la tactique, vous mettez un peu quelques vieux d'abord devant. Et vous voyez. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Ce que nous disons, parce que les gens pensent que le message s'adresse aux hommes politiques. Non. Les hommes politiques, c'est l'aristocratie, vont agir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les 8 millions de Camerounais qu'on veut aller voir voter. Et je suis désolé, je vais profiter encore de la sortie de mon ami. La cartographie de vote au Cameroun n'est pas ce que vous pensez. Il vous a dit très bien que leurs jeunes, eux, ils allaient voter quelqu'un de 93 ans. Leurs jeunes à eux là. Et ils demandent aux autres jeunes pourquoi ils vont voter quelqu'un de 62. Ce n'est pas là le problème. Le vote au Cameroun n'est pas le vote du jeune contre vieux. Tout le monde sait qu'il est d'abord communautaire. Même quand quelqu'un a 10 ans et qu'il a en face de lui un ami de 10 ans, il va d'abord regarder son père. Et dans cette dynamique-là, les nouveaux inscrits sont chacun dans son contingentement. Ils ont les leurs, les autres ont les leurs. L'enjeu ici par rapport à la question que vous avez posée, ce n'est pas la candidature unique, c'est la candidature crédible. Il faut bien que les gens sachent. Ils veulent forcer ce qui se passe. Et oui, certains médias qui leur appartiennent jouent à ce jeu. Il faut déconstruire ce narratif qui est faux et qui est dangereux pour le Cameroun. En politique, on cherche des gens crédibles qui sont capables de porter ce que nous appelons à l'UPC la transition pour une alternance sans violence. Parce que ces gens ont préparé la violence. Comme ils sont dans des configurations mystico-religieuses, vous les avez vus, ils sont devenus fous. Et nous, moi qui les connais, je leur dis, je leur répète d'abord que n'ayez pas peur. Nous qui avons résisté, vous avez donné des âges, beaucoup sont mes petits frères. Et quand je les vois venir, je ne suis même pas sûr qu'ils ont déjà tenu une réunion sérieuse où on critique les gens. Et en politique, il faut être capable de regarder ton ennemi, discuter avec lui et après le saluer. Eux, ils ne le savent pas. Vous savez, on a embrigadé le Cameroun dans une lecture rosicrucienne ou maçonne qui sont des cercles qui ne servent à rien, qui sont venus pour troubler l'esprit des Camerounais. Et nous allons les déconstruire. Et dans la dynamique de cette déconstruction-là, il faut s'adresser au peuple camerounais et lui dire qu'il vaut mieux que Biya, en partant, parte avec tous ses amis qui ont travaillé avec lui, sans violence, sans les mépriser et sans les traumatiser. Parce que, historiquement, nous sommes encore dans le traumatisme. C'est pour ça que même la lecture de notre transition, qui est évidente, c'est-à-dire Paul Biya lui-même a travaillé pour qu'il ait une transition. Il a dit dans un discours qu'il n'y aura pas le dauphinat. Les gens ont voulu lui imposer son fils. Il a dit que la démocratie va se renforcer. C'est-à-dire que le Cameroun ira à une élection et quelqu'un va la gagner. Les gens sont assis, ils veulent que même mort Paul Biya gouverne. C'est ça le problème. Pourquoi ils veulent ça, M. Fauchivé? Tes camarades qui n'ont pas le droit d'être là parce qu'ils sont pour beaucoup des usurpateurs. Je ne vais pas commencer à les dénoncer, certains même dans leur diplôme. Et qui ont embrigadé le Cameroun. Comment un pays riche comme le nôtre, en tout, peut être embrigadé et enfoncé dans une pauvreté qui est en train de devenir systémique? Et vous êtes là, vous dites que ça va aller quand? Nous avons dit, pour rassurer les Camerounais d'abord, qu'il faut qu'ils aillent voter et que les résultats seront connus. Et que nous nous sommes engagés, nous, que si nous avons perdu l'élection, nous allons le dire. Mais comme nous sommes sûrs que nous allons la gagner, nous disons à l'UPC que peu importe, M. Fauchivé, l'Union pour des populations du Cameroun, puisqu'elle va participer à cette élection, ce que vous avez fait à l'UPC va arriver au Cameroun. C'est-à-dire vouloir faire disparaître le Cameroun. C'est ce que vous faites. Vous aviez cru que l'UPC va disparaître, même dans le sigle. Et c'est ça qui vous hante. Malheur à vous. Ce sont les cadavres des gens que vous avez tués et que vous voulez oublier qui hantent votre esprit. Nous allons l'exorciser et nous allons rendre aux Camerounais un Cameroun honorable, développé et démocratique. Alors, Maître Moustapha Ngouana, est-ce que vous sentez la présence des candidats sur le terrain? Est-ce que les programmes politiques sont lisibles? Est-ce que pendant cette période de pré-campagne électorale, vous avez eu le sentiment effectivement que ces candidats se déploient? Est-ce que cela donne une idée de ce qu'on pourrait avoir une campagne électorale assez dynamique, assez intéressante pour une élection comme celle qui est attendue? Moi, je pense que Paul Biya a gagné en 2018 sans programme.
Paul Biya a gagné en 2018, mais il s'est arrangé pour gagner en 2018, il n'avait pas de programme. Aujourd'hui, ce qui intéresse le plus les Camerounais, c'est son départ plutôt qu'autre chose. Parce qu'avec lui... Maître une minute. Oui. C'est vrai que Paul Biya n'a pas de programme en 2018. C'est lui qui vient de dire. Ah, il y en avait un. Oui, il y en avait. Moi, c'est pour ça que je le laisse parler. Je vous ai dit, d'ici samedi, vous aurez l'architecture de... Non, il dit qu'en 2018, il n'y a pas de programme. Vous connaissez Maître Douana. Maître Douana était du MDF. Si vous lui demandez quel était son programme, il est incapable de le dire. Il vient de désavouer. Ok. Joshua aussi. Non, il n'a pas prononcé son nom. C'est moi qui dis, je l'interprète. Ok, maître, allez-y. En 2018, le RDPC a pris un livre qu'on a écrit en 87 qui était pour l'urbanisme communautaire. On a changé la couverture. Donc ça dit que on a payé les millions à quelqu'un pour l'éditer et on a revendu au Camerounais. Donc on avait ajouté un paragraphe sur l'économie numérique. C'est très bien. Donc ça dit que en fait il y a plus de 30 années qui s'étaient écoulées. On est venu donc prendre un document qui dit que complètement anachronique. Il n'y a pas de projet politique sur 30 ans. Je dis qu'il n'y a pas un homme politique qui a un projet qui tient sur 30 ans. Donc, ils sont venus avec ce programme-là, donc ils l'ont présenté aux Camerounais, dit que c'était leur programme politique. Ce que vous devez savoir, et je veux le dire en vous regardant droit dans les yeux, aujourd'hui, le problème du Cameroun, ce n'est pas d'abord la question des programmes politiques. C'est une question importante, loin s'en faut, c'est une question importante. Mais aujourd'hui, il faut une personne crédible pour faire partie Paul Biya. Il faut une personne crédible pour faire partie, parce qu'avec lui, on est sûr que ce sera l'abîme. Avec lui, on est déjà sûr qu'on ne peut pas, on ne peut rien avoir. On aura les poubelles partout, on n'aura pas de route, on n'aura pas d'hôpitaux, on n'aura pas d'école, on n'aura rien, on aura les hautes instructions, on aura un chef de l'État qui est invisible, qui ne tient pas de conseil supérieur à la magistrature, qui contraint les jeunes magistrats à aller travailler dans des entreprises parce qu'ils attendent qu'on les nomme. On aura un président, on est sûr que le pays sera à l'arrêt. Donc aujourd'hui, notre problème, ce n'est pas seulement le programme. C'est d'abord la personnalité crédible qui va apporter. Je dis par exemple qu'il faut aussi que les candidats qui sont là, que ces candidats soient sérieux. Moi, je ne choisirai pas pour directeur de campagne quelqu'un qui a volé les draps et les serviettes. Il faut que je le dise. Parce qu'il y a, quand vous voyez un homme, on dit qu'il serait directeur de campagne d'un candidat. On dit qu'à l'hôtel Montfébé, il aurait soustrait des serviettes, il aurait soustrait des draps. Et un matin, on se retrouve en train, et il fait une reconnaissance des dettes programmées pour échouer. Et il ne fait pas. Donc je dis que pour que ces candidats, les candidats, non, et on dit il peut dire ce qu'il veut. Mais ce que je dis, c'est qu'on a le temps, on n'est pas encore entré en campagne. Les candidats, quels qu'ils soient, ont la possibilité de se réajuster. C'est à partir de samedi, les choses vont aller sur les chapeaux de roue. Donc on peut se réajuster. J'avoue par exemple que moi je ne comprends pas comment est-ce que, j'avoue que je ne comprends pas comment le président Bello peut dire que c'est lui qui est le candidat et que ses ministres et autres qui ne vont pas démissionner, qu'est-ce que cela a fait? Ce n'est pas vrai. Parce que ça dit que l'élection présidentielle, certes, c'est la rencontre entre un homme et le peuple et son peuple, mais il y a également toute une dynamique derrière. Vous ne pouvez pas avoir des boulets. Vous pouvez avoir quelqu'un qui veut que vous soyez président, en même temps il est en train de servir celui que vous voulez combattre. Vous comprenez? Monsieur Fauci vous a dit que c'est l'un. Non, vos analyses tombent dans l'eau. Non, il n'y a pas de problème. J'assume qu'elle tombe dans l'eau parce que j'ai dit qu'il faut rectifier. On a le temps de rectifier. À quelle heure? Et je vous dis une chose. Ce que je vous dis, c'est que je suis comme l'évêque de Yagua. Nous allons choisir notre diable. Parce que pour nous, c'est le diable qu'on nous impose. Mais nous allons choisir notre propre diable. Comme a dit l'évêque de Yagua, on va choisir le diable, on va d'abord faire avec. Parce que je peux vous garantir qu'il n'y a pas de merle blanc parmi les candidats. Il n'y a pas de merle blanc. Même en se bouchant les narines, on va choisir un. Et moi, je suis de ceux qui vont suivre le mot d'ordre du professeur Maurice Kamto. Vous comprenez? Je dis que je ne sais pas mon directeur de conscience, mais je pense savoir porter suffisamment pour que à cette élection-ci, elle puisse nous conduire vers des sentiers acceptables. Tout à l'heure, vous avez dit, la communication du ministre Issa Tchirouna Bakari est offensive. Oui. Il a une communication offensive. Et à chaque fois, il interpelle le président de l'Assemblée nationale. Quand il démissionne, il fait une longue lettre.